Je me suis réveillé en sentant le goût du sang dans ma bouche, ce même goût métallique qui m'avait envahi au moment où la lame de mon oncle s'était enfoncée dans mon abdomen, 20 ans plus tard. Mon cœur battait à tout rompre, mais ce n'était pas la panique de la mort, c'était la rage d'une vie volée qui ressurgissait, intacte, dans ce corps de 25 ans que je n'avais pas habité depuis des décennies. Putain de salaud, murmurai-je en français, les mots sortant comme un venin longtemps retenu, tandis que les souvenirs de ma trahison se contrafalsifiaient, cette chute du 20e étage me submergeait comme une vague de scène en crue. Paris, 2025. La ville des Lumières s'étalait sous mes yeux, inchangée, depuis la fenêtre de mon appartement haussmannien du Marais, mais moi, j'étais revenu. Pas par miracle divin, non par une faille dans le tissu de l'existence, un glitch cosmique que les philosophes français auraient qualifié de malentendu absurde de l'univers. J'avais été Élise Moreau, la nièce ambitieuse, la femme qui avait osé défier l'empire familial des vins et spiritueux Moreau et Fils, un géant du luxe ancré dans les vignobles bordelais et les caves sombres de la capitale. Mon oncle, Henri Moreau, le patriarche impitoyable, m'avait tout pris, mon héritage, ma dignité, et finalement, ma vie. Il avait dit, un soir de gala au Ritz, que les femmes ne dirigent pas d'entreprise et j'étais devenue sa nouvelle patronne, dans cette vie volée que je m'apprêtais à reconquérir. Les 3 premiers mots que j'ai prononcés après mon réveil ont été pour jurer sur la tombe de ma mère, morte trop tôt pour voir la pourriture qui rongeait notre lignée. Henri Perrat, ai-je craché, en me redressant dans mon lit, les draps de soie blanche collés à ma peau moite. 20 ans d'agonie condensés en une seconde, l'odeur de son cigare cubain, le ricanement dans sa voix quand il m'avait poussé par la fenêtre de la tour Montparnasse, hurlant que j'étais une erreur de la nature, une chienne en chaleur qui voulait voler le trône. J'avais atterri sur le bitume froid, les os brisés, les rêves en miettes, et dans mon dernier souffle, j'avais juré de revenir. Et me voilà. Les rues de Paris bruissaient déjà de leur cacophonie familière, les klaxons des Vélib', les murmures des touristes autour des fontaines de la Concorde, l'odeur de croissants chauds qui s'échappait des boulangeries du quartier. Mais pour moi, tout cela n'était qu'un décor théâtral, une scène où je devais rejouer ma partition avec une fin différente. J'ai enfilé un chemisier blanc impeccable, ce même chemisier que j'avais porté le jour de ma première réunion avec le conseil d'administration de Moreau et Fils, il y a 20 ans dans cette timeline effacée. Mon reflet dans le miroir antique de l'appartement me renvoyait une Élise jeune, innocente encore, avec ses yeux verts hérités de ma mère, bordelais de naissance, et cette chevelure châtain qui cascadait comme les vignes en automne. Mais derrière ce masque, il y avait la veuve vengeresse, la femme qui avait vu son empire s'effondrer sous les mensonges d'un homme qu'elle avait appelé oncle par sang, non par affection. Henri Moreau. Mon oncle paternel, le loup en costume 3 pièces, avec sa moustache taillée au millimètre et son accent du sud-ouest qui masquait une cruauté médiévale. À l'époque au non, dans le futur que j'avais fui, il avait tout orchestré. J'avais gravi les échelons de l'entreprise familiale depuis mes études à Sciences Po, où j'avais appris non seulement l'économie mais aussi l'art de la manipulation, ce ballet français de sourires fins et de poignards cachés. Moreau et Fils n'était pas qu'une maison de vin, c'était un empire de secrets, de pots de vin aux politiciens, de contrats occultes avec des importateurs russes, et au cœur de tout, un scandale que Henri avait enterré 25 ans plus tôt, la mort suspecte de mon père, officiellement un accident de chasse dans les forêts de Sologne, mais que je savais maintenant être un meurtre froid, orchestré par son propre frère pour s'emparer du contrôle. Je l'avais découvert trop tard, dans ma vie précédente. Des documents falsifiés, des témoins soudoyés, et moi, la nièce orpheline, devenue le bouc émissaire parfait. Henri m'avait séduite, non par amour, oh Dieu m'en garde, mais par ambition. Nos nuits volées dans les hôtels discrets du 16e arrondissement n'avaient été qu'un piège, un moyen de me lier à lui, de me faire passer pour la maîtresse ambitieuse qui complotait contre la famille. Puis, le coup fatal, il avait trafiqué les comptes, me faisant porter le chapeau d'une fraude massive, et quand j'avais menacé de tout révéler, il m'avait invité à cette réconciliation au sommet de la tour Montparnasse. « Viens, ma petite Élise, parlons comme des adultes », avait-il susurré au téléphone, sa voix suave comme un cognac millésimé. Et j'y étais allé, naïve, espérant un repentir qui n'existait pas. Maintenant, revenu, je marchais d'un pas déterminé vers le métro Saint-Paul, mon sac Birkin un cadeau empoisonné de lui, dans l'autre vie au battant contre ma hanche. Les Parisiens me frôlaient sans me voir, ces fantômes pressés dans leur bulle d'indifférence existentielle, si typiquement française. Sartre aurait ri de ma situation, une femme piégée dans l'absurde d'une boucle temporelle, condamnée à revivre sa chute pour mieux la renverser. Mais je n'avais pas le temps pour la philosophie, j'avais un plan. Le premier pas, infiltrer à nouveau l'entreprise, mais cette fois, avec les armes d'une revenante.
Le siège de Moreau et Fils se dressait comme une forteresse de verre et d'acier dans le quartier des Champs-Élysées, un monolithe moderne contrastant avec les caves ancestrales de Bordeaux. J'ai franchi les portes tournantes, le cœur serré par la nostalgie perverse de ces couloirs où j'avais autrefois ri, aimé, et finalement pleuré. À la réception, Claire, la secrétaire aux lèvres carmin et au chignon impeccable, m'a accueilli avec un sourire poli. « Mademoiselle Moreau ? Votre oncle vous attend en salle de conseil. Il est impatient. Impatient. » Le mot résonnait comme un écho de ma mort. J'ai hoché la tête, forçant un sourire qui masquait la tempête intérieure. Henri était là, assis en bout de table, entouré de yes-men en costume gris. À 55 ans en 40 dans cette ère, il avait déjà cette aura de prédateur, yeux bleus perçants, tempes grisonnantes, et cette bague en or massif, sceau familial, qui scintillait comme un avertissement. Quand il m'a vu entrer, son regard s'est attardé un instant de trop sur mes courbes, ce même regard lubrique qui m'avait autrefois flatté avant de me détruire. « Élise, ma chère nièce. Assieds-toi. Nous parlons justement de ton avenir dans l'entreprise. » Sa voix était miel empoisonné, et je me suis assise, les mains croisées pour cacher leur tremblement. La réunion s'est déroulée comme un opéra italien, aria de flatterie, duo de négociations tendues. Ils discutaient d'une expansion en Asie, de partenariats avec des distilleries chinoises, mais je lisais entre les lignes les mêmes magouilles que dans ma vie précédente, les pots de vin qui finiraient par me noyer. Quand Henri a proposé de me confier la direction des opérations européennes, j'ai senti le piège se refermer. « C'est une grande responsabilité, Élise. Es-tu prête à tout sacrifier ?» Ces mots étaient un clin d'œil au passé que seul je connaissais. J'ai souri, les lèvres pincées. « Absolument, oncle. Je suis prête à tout. » Ce soir-là, de retour dans mon appartement, j'ai ouvert une bouteille de Château Margaux 1990, le millésime de la mort de mon père. Le vin coulait comme du sang sur ma langue, et avec lui, les souvenirs affluaient. La chasse fatale, mon père, Jacques Moreau, abattu d'une balle dans le dos, officiellement un accident lors d'une partie avec Henri. Mais j'avais vu les photos, dans l'autre vie, ces clichés jaunis cachés dans un coffre-fort de la banque, la balle n'était pas de chasse, c'était un calibre 9 mm, et Henri avait des alibis fabriqués par des avocats véreux. Le mobile ? L'héritage. Jacques voulait moderniser l'entreprise, ouvrir aux femmes, aux marchés émergents. Henri, le traditionnaliste, voyait en lui un obstacle à son règne absolu. Et moi ? J'étais l'héritière naturelle, la fille unique de Jacques, destinée à prendre la relève. Mais Henri m'avait marginalisé dès l'enfance, me traitant comme une potiche lors des dîners familiaux à Bordeaux, me renvoyant à Paris avec une allocation misérable pour étudier l'art au lieu du commerce. Ma mère, décédée d'un cancer quand j'avais 10 ans, avait été la seule à croire en moi. « Élise, ma chérie, les Moreau ne plient pas. Nous conquérons. » Ces mots me hantaient maintenant, un mantra de vengeance. J'ai passé la nuit à fouiller mes tiroirs, cherchant les indices que j'avais ignorés autrefois. Un vieil agenda, des lettres de mon père, et là, une photo, Henri et lui, jeunes, bras dessus bras dessous lors d'un salon vinicole à Beaune. Mais derrière, une note manuscrite de Jacques, Henri cache quelque chose. Les comptes ne collent pas, méfie-toi. J'ai ri, un rire amer qui a résonné dans l'appartement vide. Trop tard, papa. Mais pas pour moi, pas cette fois. Le lendemain, j'ai pris ma première décision controversée, contacter un ancien amant, un journaliste d'investigation au Monde, Marc Duval. Dans ma vie précédente, il avait été mon confident, mais je l'avais repoussé par peur du scandale. Maintenant, je l'ai appelé d'une cabine publique près de Notre-Dame, la voix voilée. « Marc, c'est Élise. J'ai besoin de ton aide. » Sur Henri Moreau. Tout. Sa réponse a été un silence, puis, « Élise. Après tout ce temps? Qu'est-ce qui se passe? » J'ai hésité, le poids de la trahison sur mes épaules. Disons que je reviens d'entre les morts. Nous nous sommes retrouvés dans un café obscur de Montmartre, sous les yeux peints de Picasso. Marc était toujours ce quarantenaire charismatique, avec sa barbe poivre et sel et ses lunettes rondes, un intellectuel gauchiste qui détestait les dynasties bourgeoises comme la nôtre. « Explique-moi », a-t-il dit en sirotant un espresso serré. J'ai commencé par la fin ma chute imaginaire, mais sans révéler la réincarnation. Trop absurde, même pour un Français. À la place, j'ai parlé des soupçons, des documents que je comptais exhumer. Ses yeux se sont écarquillés. Si c'est vrai, Élise, c'est du lourd.
meurtre, fraude. Henri est intouchable. Il a des amis au Quai d'Orsay, des juges dans sa poche. J'ai hoché la tête. Justement. Aide-moi à le rendre vulnérable. C'était le début d'une alliance fragile, teintée d'une attirance résiduelle qui me faisait douter. Était-ce de l'amour, ou juste un outil? Dans cette nouvelle vie, je ne pouvais me permettre les faiblesses. Marc m'a promis des recherches discrètes, des fuites anonymes. En échange? Rien, Élise. Juste la vérité. Mensonge. Je savais qu'il voulait plus au mon corps, mon influence. Mais je l'utiliserais, comme Henri m'avait utilisé. De retour au bureau, la tension montait. Henri m'avait assigné à un projet mineur, relancer une ligne de vin bio, une concession aux bobos parisiens, comme il l'appelait avec dédain. Mais j'y voyais une brèche. J'ai plongé dans les archives numériques, piratant grâce à un tuto rapide sur le dark web, appris dans l'autre vie les serveurs internes. Et là, le premier fil, des transferts occultes vers des comptes offshore, datant de l'époque de la mort de mon père. Des millions détournés, masqués par des factures fictives pour des consultations en Suisse. Mon cœur s'est emballé. C'était la preuve, ou du moins un début. Mais fouiller plus profond signifiait risquer la détection. J'ai hésité, les doigts sur le clavier, pensant à la lame dans mon ventre. Non. Pas d'hésitation. J'ai copié les fichiers sur une clé USB, la cachant dans mon soutien-gorge comme une relique sacrée. Ce soir-là, un dîner familial m'attendait à la maison de campagne des Moreau, près de Versailles. Henri insistait, reviens aux sources, Élise. La famille d'abord. Ironie cruelle. La bâtisse du XVIIIe siècle, avec ses cheminées crépitantes et ses portraits ancestraux, puait le mensonge. Sa femme, tante Geneviève, une blonde filiforme aux perles éternelles, m'a accueilli avec des bises froides. Tu as maigri, ma chérie. Les hommes aiment les formes. Ces mots, un écho des injonctions patriarcales qui m'avaient autrefois brisé. Henri dominait la table, taillant dans un magret de canard saignant, racontant des anecdotes de ses voyages à Hong Kong. Les Chinois respectent la hiérarchie, contrairement à nos féministes parisiennes. Son regard croisa le mien, provocateur. J'ai souri, levant mon verre. À la famille, oncle. Et à ceux qui osent défier l'ordre. Il a ri, mais j'ai vu l'étincelle de suspicion dans ses yeux. Bonne nuit de sommeil pour lui, pensais-je. Dans ma chambre d'invité, sous les lambris dorés, j'ai ouvert mon laptop. Les fichiers volés scintillaient à l'écran. Un nom émergeait, un notaire bordelais, impliqué dans la succession de mon père. Demain, je l'appellerai. Mais d'abord, un appel à Marc, j'ai du neuf. Rendez-vous à l'aube, au Pont des Arts. Sa voix, rauque de désir, fais attention, Élise. Il te tuera pour moins que ça. Si seulement il savait. L'aube se levait sur la Seine, un voile de brume enveloppant les ponts comme un linceul. J'ai retrouvé Marc au Pont des Arts, là où les cadenas d'amour rouillés pendaient encore, vestige d'un romantisme que je méprisais désormais. Il était là, adossé à la rambarde, un café à emporter dans une main, son carnet dans l'autre. Tu as l'air d'un fantôme, Élise, a-t-il dit en m'embrassant sur les deux joues, un geste trop intime pour un simple allié. J'ai reculé, sentant la chaleur de sa barbe contre ma peau. C'est parce que j'en suis un. Nous avons marché le long des quais, évitant les joggeurs matinaux et les livreurs de Uber Eats. J'ai sorti la clé USB, la lui tendant comme un serpent endormi. Regarde ça. Transfert suspect, juste après la mort de mon père. Henri était aux commandes des finances. Marc a branché la clé sur son téléphone, ses yeux s'écarquillant derrière ses lunettes. Merde. C'est du solide. Mais pas assez pour un meurtre. On a besoin de liens directs. J'ai hoché la tête, le vent fouettant mes cheveux. Le notaire. Il gérait la succession. Si Henri l'a soudoyé, il y aura des traces. Marc a noté frénétiquement, son esprit journalistique en feu. Je creuse de mon côté. Un contact à la brigade financière pourrait vérifier les flux. Puis, plus bas, et nous? Élise, je t'ai attendu. Après notre rupture. J'ai levé la main, coupant court. Pas maintenant. La vengeance d'abord. C'était un mensonge, une partie de moi se rappelait ses caresses, ces nuits où il m'avait fait oublier l'ombre d'Henri. Mais l'amour était un luxe que les morts ne pouvaient s'offrir. De retour à Paris,
j'ai pris le TGV pour Bordeaux, prétextant une visite au vignoble à Henri. Le train filait à travers les paysages champêtres, ces collines de cèpes qui avaient fait la fortune des Moreau depuis Napoléon. Mais pour moi, c'était un champ de bataille. Le notaire, maître Duval ou ironie du nom, un homonyme lointain de Marc, m'a reçu dans son cabinet caverneux du centre-ville, entouré de rayonnage de livres reliés cuir et d'odeurs de parchemin moisi. Un homme bedonnant d'une 60aine d'années, avec des lunettes en demi-lune et une cravate club. « Mademoiselle Moreau, quel plaisir. Votre oncle Henri m'a parlé de vous. » « Bien sûr. » J'ai souri, m'asseyant en face de lui. « Justement. Je revois les anciens dossiers de succession. Pour des raisons personnelles. » Son front s'est plissé, mais il a sorti un classeur poussiéreux, marqué Moreau au 2000. Les pages jaunies racontaient l'histoire, la mort de Jacques, les actifs gelés, puis le transfert rapide à Henri comme tuteur intérimaire. Mais une clause cachée, une donation conditionnelle à moi, Élise, à ma majorité, annulée par un avenant signé par Duval lui-même. Intéressant, ai-je murmuré, photocopiant discrètement avec mon téléphone. Et cette annulation? Était-elle légale? Il a toussé, évitant mon regard. Votre oncle a fourni les documents nécessaires. Vous étiez mineur, instable. Instable. Le mot m'a fait bouillir. Instable? J'avais 10 ans, maître. Et mon père venait de mourir. Il a pâli, sentant le piège. J'ai poussé plus loin, dites-moi, maître, combien Henri vous a-t-il payé pour falsifier ça? Silence. Puis, un murmure, Ce n'était pas comme ça. Il m'a menacé. Sa femme, Geneviève, savait des choses sur moi. Une affaire avec une cliente. Le twist mineur, Geneviève, la tante parfaite, n'était pas si innocente. Un chantage croisé, un nid de vipère familial. J'ai quitté le cabinet avec des copies, le cœur plus lourd. Pas seulement Henri, toute la famille pourrissait. À Bordeaux, j'ai visité les vignobles, marchant seul parmi les rangs de Cabernet Sauvignon, le soleil cognant comme un marteau. C'est là que j'ai pris ma deuxième décision controversée, saboter une récolte mineure, juste assez pour alerter les investisseurs sans ruiner l'entreprise. Un pesticide accidentel, dilué dans les cuves de nuit. Dans l'autre vie, j'aurais hésité ou des emplois en jeu, des familles dépendantes. Mais la vengeance n'était pas propre, elle coulait comme ce vin rouge, tachant tout sur son passage. De retour à Paris, Marc m'attendait avec des nouvelles. Ton oncle a des liens avec un cartel russe. Vodka frelaté importé comme spiritueux français. Si on lit que ça. J'ai acquiescé, mais une ombre planait, mes nuits étaient hantées par des flashs de ma mort, le vent hurlant en tombant, le rire d'Henri. Étais-je en train de devenir comme lui? Une manipulatrice sans scrupules? Henri m'a convoqué ce soir-là. Élise, des rumeurs circulent. Sur les comptes. Son bureau, au sommet de la tour, surplombait les lumières de la ville. J'ai feint l'innocence. Des rumeurs? Oncle, vous parlez de qui? Il s'est approché, trop près, son haleine de cognac. De toi, peut-être. Ne joue pas à ça avec moi. Sa main a effleuré mon bras, un geste possessif. J'ai reculé, le feu de la rage montant. Ou quoi? Vous me jetterez par la fenêtre, comme papa? Les mots m'ont échappé, un lapsus temporel. Ses yeux se sont rétrécis. Qu'est-ce que tu sais? J'ai fui, le cœur battant. Il suspectait. Le jeu s'accélérait. Les jours suivants ont été un tourbillon, réunion tendue, où Henri me scrutait comme un inquisiteur, nuit solitaire où je complotais avec Marc, nos corps se frôlant malgré moi, un mélange toxique de désir et de désespoir. J'ai contacté un hacker freelance, une ombre du dark web nommée Léa la Louve, pour tracer les fonds russes. Ça coûtera cher, chérie, avait-elle dit d'une voix modulée. Mais pour une Moreau, je fais une ristourne. Les résultats, des virements directs de Moscou à un compte au nom de Geneviève. La trahison s'approfondissait. Ma tante, complice? J'ai confronté Marc, et si c'était plus grand que Henri? Il a haussé les épaules, cynique. En France, la famille est un piège. Toujours. Puis, le premier coup, un article anonyme au Canard enchaîné, fuité par Marc, sur les irrégularités financières de Moreau et Fils. Les actions ont chuté de 5%.
Henri a rugi en conseil, qui est le traître? Son regard sur moi, accusateur. J'ai souri intérieurement. Le piège se resserrait. Mais la nuit, seul, je pleurais. La réincarnation n'effaçait pas la douleur, elle l'amplifiait. Étais-je revenu pour venger, ou pour me détruire à nouveau? La pluie martelait les vitres de mon appartement, un déluge automnal qui transformait Paris en un tableau impressionniste flou, à la monnaie mais sans la beauté ou juste la grisaille d'une vengeance qui rongeait mon âme. 3 semaines s'étaient écoulées depuis mon réveil, et le filet se resserrait autour d'Henri. L'article du Canard avait fait des vagues, les investisseurs murmuraient, les actionnaires exigeaient des audits, et au bureau, l'air était chargé d'une tension palpable, comme avant une grève syndicale dans une usine Renault. Henri, pourtant, tenait bon, son charisme de vieux renard dissipant les doutes avec des discours enflammés sur l'héritage Moreau, indestructible. Mais moi, je creusais plus profond. Avec l'aide de Léa Lalouve, j'avais accédé aux emails personnels d'Henri, un hack risqué, mais nécessaire. Les messages étaient un puissant fond de corruption, rendez-vous avec des oligarques russes dans des saunas moscovites, des photos compromettantes de lui et d'une escorte au Ritz, pas moi, cette fois, et surtout, une correspondance avec Geneviève datant de 2000, le gamin est éliminé. La succession est à nous. Brûle les preuves. Le gamin. Mon père, réduit à ça. J'ai vomi dans l'évier, le bile acide comme le vinaigre de Kérès. Geneviève. Je l'avais toujours vue comme une ombre fade, une épouse trophée avec ses thés mondains et ses robes Chanel. Mais ses emails révélaient une calculatrice, elle avait fourni l'arme pour le meurtre, un pistolet acheté illégalement via un contact à Marseille. Pour notre avenir, Henri. Jacques était faible. Faible. Mon père, qui m'avait appris à chevaucher dans les vignes, à déguster les millésimes comme des poèmes. Faible? Non, ils étaient les monstres. Ma 3e décision controversée est venue cette nuit-là, sous la douche brûlante, l'eau cascadant comme des larmes que je refusais de verser. Je contacterai Geneviève seule, la briserai par la peur avant de la livrer à la justice. Pas de meurtre, pas encore, mais une confrontation qui la forcerait à trahir Henri. C'était immoral, un chantage familial qui aurait fait rougir même Balzac, mais la morale était un luxe pour les vivants. Moi, j'étais une revenante, et les fantômes n'ont pas de code éthique. Le lendemain, un samedi pluvieux, je me suis rendu à leur hôtel particulier du 7e arrondissement, près de l'école militaire. Geneviève m'a ouvert, surprise, en peignoir de soie, ses cheveux blonds relevés en un chignon négligé. « Élise? Qu'est-ce qui t'amène si tôt ?» J'ai forcé un sourire. Une confidence, tante. Sur Henri. Elle a pâli, mais m'a fait entrer dans le salon aux meubles Louis XV, où un feu crépitait dans la cheminée. Assise face à face, j'ai sorti mon téléphone, affichant les emails. Lisa. Ses yeux ont balayé l'écran, et le sang a quitté son visage. Où? Comment? J'ai penché la tête. Peu importe. Ce qui compte, c'est que je sais pour la balle. Et pour le reste. Elle a tremblé, versant du thé qui s'est renversé sur la nappe damassée. Il m'a forcé, Élise. Jacques allait divorcer, emporter la moitié. Henri. Il protégeait la famille. Protéger. Le mot me fit rire. En tuant? En me marginalisant? Les heures ont passé en un balai de confession. Geneviève a craqué comme un vieux chêne sous la tempête, oui, elle avait acheté l'arme, oui, elle avait falsifié les documents avec Duval, et oui, Henri avait un bâtard caché, un fils illégitime avec une vigneronne bordelaise, destiné à hériter en secret. Pour purifier la lignée, avait-il dit. Un eugénisme bourgeois, nauséabond. J'ai enregistré chaque mot, mon cœur se durcissant comme le granit des cathédrales. Que veux-tu, a-t-elle murmuré enfin, brisée. Témoigner contre lui. Ou je ligue tout. Elle a hoché la tête, des larmes coulant sur ses joues poudrées. D'accord. Mais épargne-moi la prison. Épargner? Je n'ai rien promis. De retour chez moi, j'ai partagé les enregistrements avec Marc. Nous nous sommes retrouvés dans son studio exigu de Belleville, entouré de piles de journaux et d'écrans clignotants. C'est de l'or, Élise, a-t-il dit, m'attirant contre lui. Cette fois, je n'ai pas résisté. Nos corps se sont entrelacés dans un tourbillon de passion et de désespoir, ses mains sur ma peau effaçant temporairement les cicatrices invisibles. Je t'aime toujours, a-t-il murmuré après. J'ai fermé les yeux, feignant le sommeil.
L'amour était une arme à double tranchant, il pouvait me sauver ou me trahir. Mais le répit fut bref. Le lendemain, Henri a frappé. Un email anonyme de lui, je le savais, avec des photos de moi et Marc, datant de notre passé, mais truquées pour suggérer une liaison actuelle. Envoyé au conseil, avec une note, Élise complote avec un journaliste. Licenciez-la. La réunion d'urgence a été un cirque, accusations volantes, regards fuyants. Henri, en bout de table, feignant la surprise. Ma nièce, trahie par l'ambition? Triste. J'ai riposté, calmement. Au contraire, oncle. C'est vous qui trahissez. Les Russes, les fraudes. Murmure dans la salle. Il a blêmi, mais récupéré, calomnie. Élise est hystérique. Hystérique. Le mot des hommes pour museler les femmes depuis Joan of Arc. J'ai quitté la réunion la tête haute, mais intérieurement, la peur en paix. Il savait que je savais. Ce soir-là, un appel de Geneviève, il me bat, Élise. Il soupçonne. Sa voix chevrotante. J'ai hésité à l'appeler à la police. Non, pas encore. Tiens bon. Bientôt. La semaine suivante, le scandale a éclaté. Marc a publié un dossier explosif sur Mediapart, l'Empire Moreau, Bilton Blood. Avec les emails, les transferts, et un témoignage anonyme, Geneviève, via un intermédiaire. Les actions ont plongé de 20%. Les médias ou le Figaro, Libé se déchaînaient, meurtre dans les vignes. Henri a nié en conférence de presse, son visage crispé sous les flashs, invoquant une cabale féministe. Mais le vrai couvain de moi, j'ai convoqué les actionnaires minoritaires, ces oubliés de la dynastie, dans un hôtel discret de la place Vendôme. Henri a volé votre voix. Reprenons l'entreprise. Ils étaient sceptiques qu'une femme, jeune, contre le patriarche. Mais les preuves parlaient. Une pétition a circulé, des défections ont commencé. Henri m'a confronté cette nuit-là, dans mon appartement. Il a forcé la porte, un pistolet à la main, le même calibre que pour mon père. Salope. Tu crois pouvoir me détruire? Son haleine fétide, ses yeux fous. J'ai reculé, attrapant un coupe-papier sur le bureau. Comme tu m'as détruite? Poussé du haut de ta tour? Il a ri, amer. Tu n'étais rien. Une erreur. Mais ton père. Il méritait. Confession. J'ai appuyé sur l'enregistreur de mon téléphone, caché. Pourquoi, Henri? Pour l'argent? Il a avancé, l'arme levée. Pour le pouvoir. Et parce qu'il t'aimait trop, cette petite pute en herbe. Les mots m'ont transpercé plus que la balle n'aurait pu. J'ai bondi, le couteau s'enfonçant dans son bras. Il a hurlé, lâchant l'arme. J'ai fui dans la nuit, appelant Marc, viens me chercher. Il a essayé de me tuer. À l'hôpital, sous les néons froids, j'ai déposé plainte. La police, alertée par les fuites, a perquisitionné la maison Moreau. Geneviève a craqué, avouant tout. Henri arrêté pour tentative de meurtre, et les enquêtes pour fraude et homicide s'enchaînaient. Mais la victoire avait un goût amer. Dans ma cellule de sécurité aux précautions, je revivais ma mort, me demandant si la boucle était brisée. Les menottes d'Henri cliquetant dans les couloirs du commissariat du 8e arrondissement étaient une symphonie grinçante, un requiem pour l'empire qu'il avait bâti sur des mensonges. Je l'ai vu de loin, menotté entre deux flics en civil, son costume froissé, sa moustache affaissée comme un drapeau en deuil. Élise. Traîtresse, a-t-il hurlé, sa voix brisée par la rage et l'alcool où il puait le whisky écossais, ce traître au spiritueux français. Les agents l'ont traîné vers une cellule, mais ses yeux bleus qui m'avaient autrefois hypnotisé, me transperçaient encore, tu paieras. La famille te maudira. La famille. Ce mot, galvaudé dans les salons bourgeois de Paris, résonnait maintenant comme une malédiction. Geneviève avait été emmenée plus tôt, effondrée en sanglots, implorant mon pardon dans un couloir stérile. Je l'ai fait pour nous, Élise. Pour l'héritage. Pour l'héritage. Comme si le sang de mon père valait moins qu'un vignoble. J'avais tourné le dos, laissant les avocats s'occuper du reste. Marc, à mes côtés, serrait ma main. C'est fini, Élise. Tu as gagné. Gagné? La victoire sentait la cendre. Les jours suivants furent un vortex médiatique.
Les unes du Monde titraient La chute des Moreau, un meurtre familial révélé, avec ma photo Élise la vengeresse, en tailleur noir, regard d'acier. Les féministes de Libération me portaient au nu, une femme brise la dynastie patriarcale. Mais les conservateurs du Figaro grondaient, hystérie vengeresse ou justice? Cause toujours les mêmes, une femme qui ose, et le monde la dissèque. J'ai évité les plateaux télé, me terrant dans l'appartement de Marc, entouré de ses livres sur Camus et Beauvoir, ironie d'une existentialiste piégée dans sa propre révolte. Pourtant, le doute rongeait. Étais-je vraiment revenu pour ça? Ou la réincarnation n'était-elle qu'un cauchemar sadique, me forçant à revivre la trahison pour mieux la disséquer? Les nuits, je rêvais de la tour Montparnasse, le vent, la lame, le rire d'Henri. Et maintenant, il croupissait en préventive à la santé, attendant son procès. Mais les preuves s'accumulaient contre moi aussi, mes sabotages au vignoble, détectés par des experts, mes hacks, tracés par la DGSI. Tu as joué avec le feu, Élise, m'avait averti Marc un soir, en allumant une gauloise près de la fenêtre. En France, la justice est un théâtre. Et toi, tu es l'accusé. Ma 4e décision controversée, la plus sombre, est née de cette peur. Libérer le bâtard d'Henri. Ce fils illégitime, élevé en secret à Bordeaux sous le nom de Faux, un certain Lucas Bertrand, 23 ans, étudiant en œnologie à l'université locale. Les emails de Geneviève l'avaient révélé, Henri l'avait conçu avec une ouvrière des caves, puis abandonné, mais financé en sous-main pour en faire un héritier pur sang. Si je le contactais, lui révélais la vérité, il pourrait témoigner ou mieux, réclamer sa part, fracturant définitivement la famille. Je l'ai trouvé via les réseaux sociaux, un jeune homme aux traits moraux, yeux bleus, sourire timide, postant des photos de vendanges sous le soleil couchant. Un message anonyme, ton père est Henri Moreau. Il est en prison. Rencontrons-nous. Sa réponse, rapide, qui êtes-vous? C'est une blague? Non. Un café à la gare Saint-Jean de Bordeaux, sous la verrière Art Nouveau. Lucas était grand, maladroit, avec une barbe naissante et un sweat à capuche. C'est vrai, a-t-il demandé, les mains tremblantes autour d'un cappuccino. J'ai hoché la tête, sortant les preuves, test ADN falsifié par Henri pour le cacher, virement bancaire. Il t'a utilisé comme assurance. Si je tombais, tu prenais la relève. Ses yeux se sont emplis de larmes. Et toi? Qui es-tu? Sa nièce. Sa victime. Les mots ont coulé, et pour la première fois, j'ai raconté au pas la réincarnation, mais la trahison, la mort de mon père, ma propre chute imaginaire. Il a écouté, blême. Je veux justice. Pour ma mère, morte d'un cancer sans un sou de lui. Alliance scellée. Lucas témoignerait au procès, réclamant sa légitimité. Mais en partant, il m'a serré dans ses bras, un geste filial inattendu. Merci, Élise. Tu es comme une sœur. Sœur. Le mot m'a transpercé, dans une autre vie, peut-être l'aurais-je été. De retour à Paris, le procès s'annonçait, Henri accusé de meurtre, fraude, et tentative d'homicide sur moi. Geneviève, complice. Duval, le notaire, déjà condamné à du sursis. Marc couvrait l'affaire, son article dans Le Monde faisant scandale, les Moreau, un Macbeth en bordelais. Mais la presse people s'y mettait, rumeurs sur ma liaison avec Marc, spéculation sur un amour interdit avec Lucas. La controverse enflait, me transformant en icône ou en paria. Henri m'a écrit de prison, une lettre manuscrite, tremblante, tu crois m'avoir vaincu, Élise? Le sang Moreau est maudit. Tu finiras comme ton père. J'ai brûlé la lettre dans l'évier, les flammes dansant comme des démons. Puis, le twist, lors d'une perquisition finale, la police a trouvé un coffre dans la maison de Versailles. Dedans, non seulement les preuves du meurtre, mais un testament de mon père, daté la veille de sa mort, à Élise, tout. Henri est un serpent. Et une lettre, ma fille, si je meurs, fuis-le. Il a un fils caché, mais toi, tu es l'avenir. L'avenir. J'ai pleuré, pour la première fois depuis mon retour, dans les bras de Marc. C'est fini, a-t-il demandé. Non. Le procès serait le climax. Les audiences au palais de justice de Paris étaient un cirque gothique, juge en toge rouge, avocat en perruque poudrée, flash des photographes. Henri, amaigri, en costume gris, niait tout, mensonge d'une nièce jalouse. Geneviève a témoigné, voix chevrotante, avouant le chantage, larmes.
Lucas a paradé, le bâtard revendiqué, brisant Henri d'un regard, « Père, tu m'as jeté comme un chien. » Mon tour. Sous les projecteurs, j'ai parlé, de la trahison, des nuits volées, de la lame dans mon ventre, une vision, pas la réalité, mais qui sonnait vrai. Il m'a tué, messieurs. Pas physiquement, mais dans l'âme. L'Assemblée a retenu son souffle. L'avocat d'Henri a contre-attaqué, hystérie. Elle a saboté l'entreprise par vengeance personnelle. Le jury a délibéré 3 jours. Paris-Bruxelles, manifestation féministe place de la République, justice pour Élise, vs. Édito traditionnaliste clamant la ruine d'une dynastie. Verdict, Henri coupable, perpétuité pour meurtre, Geneviève, 10 ans. Duval, suspendu. Moi, absoute, mais marqué. Le verdict a résonné comme un glas dans la nef du palais de justice, un écho séraphique dans l'air chargé d'encens et de sueur. Henri, les poignets liés, a été traîné vers les bas-fonds de la prison, son empire en ruine derrière lui. Moreau et fils nationalisés en partie, les vignobles sous tutelle, les actionnaires en fuite vers les Caraïbes. Geneviève, effondrée en larmes, a suivi, son monde de perles et de cocktails s'effritant comme du calcaire sous la pluie. Et moi, Élise Moreau, la revenante, je sortais libre, mais les chaînes invisibles de la vengeance pesaient encore sur mes épaules, lourdes comme le brouillard de la Loire en hiver. Les médias m'ont assailli à la sortie, micro tendu, questions hurlées. Mademoiselle Moreau, ressentez-vous de la pitié pour votre oncle? Pitié? J'ai souri, un sourire camusien, absurde. La pitié est pour les vivants. Henri est déjà mort dans son orgueil. Marc m'a frayé un chemin, son bras autour de ma taille, un rempart contre la meute. Dans la voiture, direction le Marais, il a allumé une cigarette. Tu es une légende, Élise. La femme qui a abattu un titan. Légende. Ou monstre. Les semaines suivantes ont été un purgatoire doré. J'ai repris la tête de ce qui restait de Moreau et fils, une coquille vidée, mais avec Lucas à mes côtés, nous avons restructuré, vignes bio, partenariats éthiques, une brèche dans la forteresse patriarcale. Les actionnaires minoritaires, ces oubliés, m'ont élu PDG lors d'une assemblée tendue au siège des Champs. À Élise, ont-ils trinqué, avec du champagne légal, cette fois. Mais chaque toast me rappelait le sang versé. Ma dernière décision controversée, celle qui a scellé mon âme, est venue lors d'une visite à Henri en prison. La Santé, cette forteresse du 19e, avec ses murs suintants et ses gardiens blasés. Il m'attendait dans une salle aux parois grises, vieillie de 10 ans en 3 mois, rides creusées, yeux caves. Viens voir ton œuvre, nièce, a-t-il craché, sans la pompe d'autrefois. J'ai m'asseyé, face à lui, séparé par une vitre blindée. Non, oncle. Viens voir la mienne. J'ai posé une enveloppe sur la table, le testament de mon père, l'épreuve finale, et une offre. Signe les parts restantes à Lucas. Retire-toi. Ou je révèle le reste de tes liaisons avec les Russes, les mineurs à Bangkok. Chantage. Le mot planait, un fantôme français. Il a ri, un rire rauque. Tu es comme moi, Élise. Une Moreau. Peut-être. J'ai attendu, le cœur serré. Il a signé, les mains tremblantes. Pour la famille, a-t-il murmuré. Mensonge. Pour la survie. Dehors, la scène coulait indifférente, emportant les secrets comme des feuilles mortes. Marc m'attendait, et pour la première fois, j'ai pleuré dans ses bras. C'est fini, a-t-il demandé. Oui. Non. La réincarnation avait guéri une plaie, mais en avait ouvert 1000. Le twist final est survenu des mois plus tard, lors d'un dîner à Bordeaux, sous les étoiles des vignes. Lucas, maintenant vice-président, a levé son verre à Élise, notre sauveuse. Mais dans ses yeux, une ombre la même que chez Henri. Une lettre anonyme, glissée sous ma porte ce matin, le sang appelle le sang. Ta mère n'était pas ce qu'elle semblait. Ma mère? La sainte de mon enfance? J'ai fouillé, avec l'aide de Léa. Les archives, un certificat de naissance falsifié. Ma mère n'était pas bordelaise pure, elle était la fille illégitime d'un rival des Moreau, une espionne industrielle qui avait séduit mon père pour voler des secrets. Et Henri? Il l'avait su, l'avait haï pour ça. Mon retour n'était pas cosmique ou peut-être un poison lent, un coma simulé par lui, 20 ans avant, pour me tester. La mort une mise en scène, un lavage de cerveau pour me briser. Bika CH.
J'étais sa fille, pas sa nièce. Inceste. La trahison ultime. J'ai confronté les cendres, brûlé les papiers, gardé le silence. Lucas? Peut-être son demi-frère, ou pire. Marc? Je l'ai quitté, fuyant vers les vignes, seul. Paris, éternel, bruissait toujours. Mon oncle disait que les femmes ne dirigent pas d'entreprise, j'étais devenue sa nouvelle patronne. Mais le trône était empoisonné. Dans le silence des caves, j'ai versé un verre de Margaux, toastant à l'absurde. La vengeance avait triomphé, mais à quel prix? L'univers, ce farceur français, riait encore.